belle journée d'études. Merci au directeur des masters de Toulouse et de Montpellier d'avoir joué le jeu et d'avoir banalisé la journée pour pouvoir faire venir vos étudiants parmi nous. Et enfin, merci aussi au Master 2 d'ERA qui contribue également à l'organisation de toutes les tâches parfois ingrates de ce type de journée. De manière plus générale, je remercie tout le personnel administratif qui m'a soutenu pour organiser ce colloque. Patricia Bouloudnine au Centre de droit de la concurrence Yves Serra, Choukri Ounsif ici à Narbonne, et bien sûr tous mes collègues qui m'ont soutenu pour l'organisation de ce colloque et qui m'ont aussi très bien accueilli lors de mon recrutement, voilà maintenant 1 an et demi, et je les en remercie vivement. Alors, à l'entame de cette intervention sur les aspects de propriété intellectuelle de l'échange licite en ligne, je ne me suis pas non plus beaucoup gâté, on peut hésiter entre deux attitudes. D'une part, capituler face à un phénomène qui peut difficilement être maîtrisé, ou d'autre part, résister au nom de l'effectivité de la règle de droit en général et de l'application du droit d'auteur en particulier. Au soutien de la capitulation, on peut s'appuyer sur une illustration, parmi tant d'autres, de la banalisation des échanges illicites d'œuvres en ligne, un article du magazine Capital de juin dernier, diffusé à plus de 300 000 exemplaires, qui, sur une double page, dressait une liste des différents sites sur lesquels les internautes pouvaient télécharger légalement ou illégalement des œuvres. On n'est pas très loin de la contrefaçon par fourniture de moyens. Mais au soutien de la résistance, relisons le doyen Ripert, qui considérait que, je cite, « le droit ne doit pas suivre les mœurs, il doit diriger et au besoin les combattre. Il y a donc une ligne à ne pas franchir, celle au-delà de laquelle la règle de droit suit les pratiques et ne peut plus dicter les comportements. Le droit peut et même doit s'adapter, mais il ne doit pas plier. Sans aucun doute, le juriste doit entrer en résistance. La tâche s'avère extrêmement délicate, tant les usages sont en évolution permanente. Évolution du contenu échangé d'abord. À la fin des années 90, il s'agissait de paroles de chansons qui étaient mises en ligne. À l'heure actuelle, ce sont des fichiers en haute définition que l'on peut consulter, visionner, télécharger dans leur intégralité. Évolution des techniques, ensuite, au fur et à mesure de la réaction des pouvoirs publics. Les échanges ont dans un premier temps concerné des échanges centralisés. On se souvient de Napster au début des années 2000. Puis se sont développés des réseaux décentralisés, des échanges de pair à pair. D'autres techniques sont développées depuis. L'Adopi, dans son rôle de veille, les identifie et les analyse, notamment des sites de téléchargement. On peut penser aux sites Megaupload, les sites de streaming, les plateformes ou encore les réseaux sociaux. Et encore, ces techniques, c'est pour le large public. Ensuite, pour des publics plus avertis, il y a encore quantité de possibilités d'échanger les fichiers. Alors, les internautes sont extrêmement nombreux à y prendre part. Une illustration avec le premier épisode de la série Game of Thrones, qui est la série la plus piratée au monde et qui, dans les quelques heures après sa mise en ligne, a été piratée, a été échangée de manière illégale plus d'1 million de fois. C'est donc une véritable économie de l'illicite qui se développe. En 2012, il a été estimé, cette économie a été estimée entre 50 et 70 millions d'euros, qui semble être une fourchette assez basse. Mais elle profite, cette économie, aux intermédiaires techniques sur lesquels on aura l'occasion de revenir dans le cadre de cette intervention ou encore tout au long de la journée. Rappelons pourtant que la protection d'une œuvre par le droit d'auteur soumet toute reproduction ou toute représentation de l'œuvre à autorisation de l'auteur ou de son ayant droit. L'échange illicite d'œuvres constitue donc une contrefaçon.
Alors certaines exceptions ont été invoquées pour légitimer ces échanges. On peut penser à l'exception de copie privée, qui a été invoquée pour justifier le téléchargement, mais depuis une loi de 2011, la condition de source licite a été ajoutée dans la loi, ce qui fait que cette exception ne peut plus être retenue. Se pose la question à présent du streaming, du visionnage, pour lequel on pourrait penser à l'exception de représentation dans le cadre du cercle de famille. Il s'agit pour l'internaute de visionner pour ses propres besoins la vidéo ou écouter la musique. Et dans le cadre de cette exception, il n'y a pas de condition de source licite, donc des discussions sont menées, mais il est bien évident qu'implicitement, cette exception non plus ne peut pas être invoquée. Toujours est-il que la banalisation de ces pratiques fait vaciller la légitimité du droit d'auteur. Le droit d'auteur est perçu comme un verrou à l'accès à la culture. Son respect n'est plus transmis aux jeunes générations. Cette banalisation porte un coup à l'économie de la culture. Les auteurs ne sont pas rémunérés alors que leurs créations sont fréquemment échangées. À terme, c'est toute une industrie qui est menacée. Alors, les pouvoirs publics, par rapport à ça, ont des difficultés à y remédier. On pense aux lois Hadopi de 2009, qui ont eu guère d'effet sur l'évolution des comportements individuels. De nombreux rapports ont récemment été rendus publics qui axent à présent la réponse autour d'un développement de l'offre légale, essayer de la rendre attractive, poursuivre toujours la répression, ça semble être la ligne de conduite du gouvernement, et nouvelle réflexion dont il sera également question, l'implication pécuniaire des intermédiaires qui profitent des valeurs ainsi échangées. Alors, des évolutions sont-elles à prévoir à court terme? On en a parlé ce matin, l'avenir de l'Hadopi était en suspens, mais depuis le changement de ministre de la Culture, elle a retrouvé de la vigueur. Donc on peut compter pour les prochaines années sur l'Hadopi. L'Hadopi qui d'ailleurs redouble d'efforts pour justifier son existence et pour mener des réflexions dont nous évoquerons le contenu. Alors, je tenterai d'une part de dresser un bilan de la lutte menée contre les échanges illicites, puis d'autre part envisager la co-régulation de ces échanges qui se dessinent à l'avenir. Alors d'abord, la lutte contre les échanges illicites. Lutter. Le vocabulaire employé est à la mesure du fléau constaté. Alors on ne lutte pas seulement contre l'échange des œuvres en ligne, mais de manière plus générale, le législateur lutte contre la contrefaçon, c'est la dénomination de la loi de 2007, et depuis cette année, avec la loi de mars 2014, on renforce la lutte contre la contrefaçon. Il s'agit donc de faire triompher le droit d'auteur en adaptant la lutte à la spécificité des échanges, sans toutefois, et on verra, pouvoir en surpasser toutes les limites. Alors d'abord, l'adaptation de la lutte. De manière classique, toute reproduction, représentation, constitue, sans autorisation de l'auteur, constitue un délit de contrefaçon, avec un volet civil qui consiste à engager la responsabilité civile de l'auteur de la contrefaçon, à la condamnation de dommages et intérêts, à la cessation des faits de contrefaçon, et un volet pénal pour lesquels est prévu jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Mais cette qualification s'est révélée peu adaptée pour les échanges illicites en ligne pour 2 raisons. Première raison, il est assez difficile d'identifier les véritables auteurs de la contrefaçon, pour les identifier, mais aussi de par leur nombre. Deuxième raison, la gravité des peines encourues cadre mal avec la réalité sociologique de ces pratiques. C'est donc pourquoi, depuis une dizaine d'années, le législateur a diversifié les cibles, les actions et les sanctions
permettant de faire échec aux échanges illicites. Alors, diversification des cibles, le droit d'auteur ne constitue plus seulement l'unique fondement de la lutte, et donc le législateur s'est tourné vers d'autres fondements, un éventail plus large d'acteurs, les intermédiaires techniques, indirectement, avec la loi pour la confiance dans l'économie numérique, à l'égard desquels peuvent être prises des injonctions judiciaires pour faire cesser ces atteintes en ligne. Puis, avec la loi d'AFSI, l'accès a été ensuite appuyé sur l'accent, je vous remercie, a été appuyé sur les techniques, sur la protection des œuvres par les techniques, avec les mesures techniques de protection, la responsabilité qu'on peut engager à l'égard des éditeurs de logiciels qui contribuent à ces échanges illicites, et enfin, depuis la loi Hadopi 1, c'est l'internaute en tant que propriétaire de la ligne qui peut être poursuivi pour les échanges qui ont été effectués à partir de cette ligne. Diversification des cibles, diversification des actions, qui s'est manifestée par une multiplication de référés, de ces mesures, ces actions d'urgence qui sont très adaptées à la situation d'Internet. Alors c'est le référé LCEN à l'encontre des intermédiaires techniques, le référé d'AFSI en matière d'éditeurs de logiciels, le référé Hadopi de manière plus générale en cas d'atteinte à un droit de propriété intellectuelle. À tel point que l'on dit aujourd'hui que le juge des référés est le juge naturel des réseaux. Et enfin, diversification des sanctions, puisque l'unicité de la sanction, de la contrefaçon, cadrait mal avec les réalités des pratiques, eh bien, deux aspects ont été menés, un renforcement de certaines sanctions à l'égard des contrefacteurs en bande organisée, par exemple, ou encore à l'égard de l'éditeur du logiciel permettant, souvent le logiciel de pair à pair, permettant l'échange de fichiers illicites. Donc premier mouvement, on renforce la sanction, et à l'inverse, second mouvement, on allège la sanction à l'égard des internautes pour lesquels on a instauré, vous le savez, ce mécanisme de riposte graduée, une sanction quasi indolore, à en croire les chiffres publiés récemment par la commission chargée au sein de l'Hadopi de mettre en œuvre cette riposte graduée. Alors, pour préciser, la riposte graduée consiste en l'envoi d'un premier mail, d'un deuxième mail, et ensuite à transmettre les informations au parquet pour qu'il y ait enfin possibilité de prendre des amendes, d'édicter des amendes. En pratique, 3 millions de premières recommandations ont été envoyées, 300 000 deuxièmes recommandations se sont suivies, pour seulement 116 transmissions au procureur de la République. Et vous imaginez bien que les décisions d'amende sont au nombre de quelques dizaines tout au plus, ce qui montre effectivement soit l'ineffectivité de la riposte, ou, autre analyse qui est celle faite par Hadopi, l'évolution des comportements. Selon Hadopi, effectivement, ces chiffres montrent que leur activité a permis de diminuer les échanges de pair à pair. Mais si l'adaptation de la lutte contre les échanges illicites était nécessaire, elle n'est pas suffisante et on peut encore pointer des limites. Alors les limites de la lutte, donc. L'arsenal législatif n'a pas encore permis d'enrayer le phénomène en l'absence de mesures efficaces et de mesures effectives pour mettre fin à la mise à disposition de contenus illicites. En effet, les droits de propriété intellectuelle sont des droits privatifs, et donc il appartient à leur titulaire de solliciter
l'engagement d'actions ou de poursuites en matière pénale, pour prévoir une cessation, l'allocation de dommages et intérêts, et sur justement la cessation de l'atteinte, quid en cas de réapparition de l'atteinte. Une vidéo est mise en ligne sur YouTube, une décision décide de la cessation de la mise en ligne de cette vidéo. Que se passe-t-il si une fois que cette vidéo a été enlevée, elle est remise par le même abonné ou par un autre abonné? Et il se trouve effectivement que l'atteinte peut être commise à une même adresse, à une adresse différente, on appelle les sites miroirs, c'est le même site qu'on va faire désigner par une autre adresse Internet ou sur un site différent. Et donc, les titulaires de droits seraient donc contraints de mener une lutte sans fin pour pouvoir y mettre un terme. Alors d'abord, les mesures manquent d'efficacité. Vous m'arrêtez, Monsieur le Président, si moi aussi je... Les mesures manquent d'efficacité. C'est la question notamment du filtrage et du blocage du contenu des sites massivement contrefaisants. Ces mesures sont à présent techniquement envisageables, mais les dispositions législatives ne les encadrent pas spécifiquement. Le juge doit rechercher un équilibre entre plusieurs droits fondamentaux. D'un côté, les droits d'auteur, de l'autre, la liberté d'entreprendre et la liberté d'information. Ce qui fait que concrètement, ces mesures de filtrage, de blocage, sont bien souvent des portées limitées. Ainsi, la Cour de justice de l'Union européenne, la Cour de cassation à sa suite, interdisent des mesures générales de filtrage. Des mesures générales de filtrage, mais permettent des injonctions judiciaires précisément identifiées quant au contenu à interdire et quant au site à bloquer. C'est donc un arrêt Télécabel, un récent arrêt Télécabel de la Cour de justice de mars dernier, mars 2014, qui permet d'interdire à un fournisseur d'accès d'accorder, je cite, à ses clients l'accès à un site internet mettant en ligne des objets protégés sans l'accord des titulaires de droit. Sous réserve de multiples conditions que précise l'arrêt Télécabel, et notamment la préservation des intérêts de l'intermédiaire, il a donc le choix dans les mesures à prendre, et la préservation des intérêts des internautes qui ne doivent pas, par ce biais, ne pas pouvoir avoir accès à du contenu licite. Donc, quantité de conditions encadrent l'efficacité de cette sanction, cette injonction. Récemment, un juge français, donc le TGI de Paris, dans l'affaire Allostreaming, a retenu une telle injonction judiciaire à l'encontre de l'ensemble des opérateurs, des fournisseurs d'accès à Internet, et des moteurs de recherche, a retenu effectivement l'interdiction, le blocage de l'accès au site Allostreaming pendant une période de 12 mois. Mais voilà, ces mesures de filtrage existent, mais elles manquent également d'effectivité. Elles manquent d'effectivité, et pour reprendre la décision précitée du tribunal de grande instance de Paris en novembre 2013, Allostreaming, il n'est qu'à chercher à l'heure actuelle dans le moteur de recherche Google Allostreaming pour tomber sur les références du site. Pourquoi? Parce que Allostreaming tout court est devenu allostreaming-fr, et de ce fait a pu échapper à l'injonction judiciaire. Alors que faire? Que faire pour remédier à ces contournements d'injonction? Mireille Imbert-Carretta, qui est la présidente de la commission de la protection des droits au sein de la DOPI, cette commission qui est chargée de mettre en œuvre le mécanisme de riposte graduée, propose des outils. Propose des outils pour redonner de l'effectivité aux sanctions. Deux outils. Un premier outil consisterait à confier à une autorité administrative la possibilité de rendre ces injonctions. Donc finalement, de déjudiciariser le contentieux pour faciliter
raccourcir la prise de ces mesures. Deuxième outil, la mise en place d'un dispositif de suivi dans le temps des décisions judiciaires. Après la prise de l'injonction, la décision d'injonction, il s'agirait pour le juge de ne pas être dessaisi et de pouvoir faire évoluer les sites identifiés pendant un certain temps qui serait effectivement limité. Toujours est-il que ces difficultés d'effectivité des sanctions n'est pas propre à la contrefaçon. L'ARJEL, qui est l'autorité de régulation des jeux en ligne, rencontre les mêmes difficultés et elle met en place effectivement une collaboration avec ses agents assermentés et le tribunal pour pouvoir y remédier. Et on s'aperçoit effectivement que la question est bien plus large, celle des comportements illicites sur Internet, et on peut se poser la question de l'opportunité de confier à une autorité administrative l'ensemble de ces questions de comportement illicite qui seraient dotées d'outils et de moyens beaucoup plus performants. C'est vrai? Ah non, j'ai marqué 2 minutes. Marqué très bien. Ce qui permet d'arriver à la deuxième partie. Après la lutte, finalement, faut-il en rester à la régulation classique, traditionnelle? Ne faudrait-il pas, et c'est le mouvement qui est en train de se dessiner, aboutir à une co-régulation? À une co-régulation des échanges illicites qui ferait intervenir, certes, les acteurs publics, mais aussi les acteurs privés. Et il se trouve que cette co-régulation est consubstantielle à l'Internet. C'est l'exemple du forum de l'Internet qui a été créé au début des années 2000 et qui avait pour objectif de réfléchir et de mettre en place des pratiques en ligne. C'est le rôle à l'heure actuelle du Conseil du numérique qui a pris la suite du forum de l'Internet sur ces questions. Appliquée aux échanges illicites en ligne, cette co-régulation peut prendre deux aspects. Premier aspect, il convient donc de favoriser l'initiative privée, on en verra des manifestations. Et deuxième aspect, il s'agit de repenser l'exercice du droit d'auteur. Alors, favoriser l'initiative privée d'abord. La lutte contre ces échanges illicites est vaine si les acteurs ne participent pas à l'émergence de comportements vertueux. C'est pourquoi les intermédiaires techniques qui ont conscience du régime favorable de responsabilité, plutôt on peut même presque dire parfois d'irresponsabilité dont ils bénéficient, ont mis en place un certain nombre de mécanismes de protection des droits. Protection des droits, pas seulement de propriété intellectuelle, mais aussi protection des droits à l'image, par exemple, au respect de la vie privée. YouTube a même mis en place un programme de vérification des contenus. Alors il s'agit pour les titulaires de se rapprocher de la plateforme pour solliciter, pour identifier les œuvres qu'ils souhaitent ne pas voir être mises en ligne sur Internet. Mais ces initiatives sont somme toute limitées parce qu'elles sont en nombre limité et leur efficacité peut parfois être également limitée. Alors d'autres manifestations qui se développent à l'heure actuelle également, c'est la conclusion d'accords. La conclusion d'accords entre les intermédiaires, les éditeurs de sites et notamment les sociétés de gestion collective pour faire en sorte que les titulaires de droit puissent obtenir une rémunération. Ça a été fait il y a quelques années, alors après quelques années de remous, mais ça a été fait pour les plateformes d'écoute de musique en ligne. À l'heure actuelle, YouTube développe ses accords et multiplie ses accords, par exemple avec la SACEM ou avec Nintendo pour les jeux vidéo qui sont mis en ligne. Mais on peut aller plus loin et on peut approfondir davantage ce qu'on pourrait appeler une sorte d'auto-régulation en visant d'autres intermédiaires. Alors c'est l'Adopi qui propose ces pistes de réflexion avec le rapport de Mireille Imbert-Carretta, qui consiste à aller suivre, en quelque sorte, c'est l'expression, taper au portefeuille, follow the money,
auprès des acteurs de la publicité et du paiement en ligne pour faire en sorte que ceux-ci ne se tournent plus vers les sites d'échange illicites. Elle inciterait donc, et donc la mise en œuvre a été lancée en septembre, elle inciterait donc à la conclusion de chartes de bonne conduite, on met ici le droit souple, auquel les publicitaires et les agences de paiement en ligne, sociétés de paiement en ligne, devraient ou seraient fortement incités à adhérer pour faciliter la prise de conscience par rapport à ces échanges. Toutefois, ces initiatives privées poursuivent deux buts sensiblement différents. Mettre un coup d'arrêt, donc soit on décide de mettre un coup d'arrêt aux échanges, c'est la répression, pour la répression, soit on décide de faire entrer dans la légalité certains de ces échanges. Et donc, il se pose ici une question essentielle qui sera la dernière question que je vais envisager, si vous le permettez, Monsieur le Président. Je vous remercie. Cette question est la suivante. N'est-il pas vain de courir après les échanges illicites? Est-il même opportun pour les auteurs et pour le droit d'auteur en général de persister dans cette voie? Ne faudrait-il pas plutôt repenser l'exercice du droit d'auteur pour ces actes particuliers? Et donc, dernier point, repenser l'exercice du droit d'auteur. Rappelons que le droit d'auteur confère une exclusivité à son titulaire. Concrètement, l'auteur a le droit d'autoriser ou d'interdire tout échange. Ceci doit rester en toute hypothèse, en tout état de cause, le principe. Mais lorsque le titulaire est évincé de certains usages et qu'il ne peut ni efficacement s'opposer aux usages, ni participer aux recettes engrangées, ne faudrait-il pas légaliser certains de ces échanges en octroyant une rémunération en contrepartie? Le droit exclusif laisserait place pour des échanges bien particuliers, des actes bien spécifiques, à un droit à rémunération. Alors la réflexion n'est pas récente, on a parlé de la licence globale ce matin, en 2005 avait été envisagée cette solution, d'autres propositions ont été faites par la société civile. L'idée est revenue dans le rapport Lescure, qui a proposé de réfléchir d'approfondir la réflexion sur les échanges non marchands. Et donc, c'est en ce sens que l'ADOPI a lancé une étude juridique et économique sur la mise en œuvre de ce qu'ils appellent une rémunération proportionnelle du partage. Alors, en quoi consisterait cette rémunération proportionnelle du partage? Elle consisterait, d'une part, à légaliser les échanges, à légitimer les échanges non marchands, concrètement donc, les échanges effectués par des internautes dans le cadre des pratiques que l'on connaît tous, et d'autre part, de mettre à la charge de certains acteurs de l'Internet le paiement d'une rémunération. Alors, l'objectif, l'étude est en train d'aboutir. On a la chance d'ailleurs à Nantes de pouvoir participer sur le volet juridique de cette question. Il est bien évident que quantité de questions se posent. Quels intermédiaires viser, par exemple? Quelle proportion de chiffre d'affaires prélever? Comment ensuite répartir, là c'est des questions un peu plus classiques, mais comment répartir ces sommes aux ayants droit? Donc cette proposition soulève de nombreuses interrogations que l'on tente d'éclaircir. Mais quoi qu'il en résulte, de telles réflexions présentent l'avantage d'alimenter le débat sur de nouveaux modes d'exercice du droit d'auteur en ligne. De manière générale, les titulaires de droit doivent rester libres d'autoriser, d'interdire des mises à disposition en ligne, même de les diffuser sous licence libre, s'ils le souhaitent, mais il semble opportun d'instaurer un mécanisme de gestion collective pour faire en sorte qu'enfin les ayants droit puissent participer à la valeur, puissent prendre part à la valeur ainsi créée par ces échanges. Alors,
On pourrait être critique avec le doyen Carbonnier sur la recherche chronique d'effectivité du droit, car, disait-il, la règle de droit, même ineffective, peut avoir son utilité en créant un climat d'insécurité juridique, une certaine mauvaise conscience. Mais dans les situations qui nous intéressent, aucune mauvaise conscience ne hante l'esprit de la majorité des internautes, de sorte qu'il me semble nécessaire d'adapter la règle de droit. Je vous remercie.